Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h18, le petit déjeuner présidentiel de ce matin. C'est Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et candidat à la présidentielle. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Pierre Roger, comment ça va? Comment vous m'avez appelé? Jean-Pierre, Patrick, non mais bon, tout va bien. Vous avez dit Jean-Pierre. Ouais, bon, bah, c'est Jean-Pierre. Mon cher Jean, bah oui. Mon cher Jean Lassalle, et pourtant nous nous connaissons depuis un petit bout de temps. Bon, c'est parce que vous avez veillé tard, c'est ça? Hier soir vous avez regardé le débat sur TF1, donc vous êtes un peu fatigué ce matin? Non, je n'ai même pas cette excuse-là. Non. Je ne suis pas non plus fatigué plus que d'ordinaire. Bon. Oui. Disons que c'est ma langue qui a fauché. Bon, voilà, c'est ça. Bon, alors vous étiez justement en colère hier, vous l'avez fait savoir, parce que vous n'avez pas été invité à cette émission spéciale sur TF1, le débat face à la guerre, où il y a eu 8 candidats, 4 n'étaient pas là, Dupont-Aignan, Poutou, Artaud et vous. Est-ce que votre colère est retombée un peu ce matin? Oh, ce n'est pas une question de colère. C'est-à-dire, dans ce cas-là, les sentiments humains sont peu de choses par rapport à ce que nous vivons. Nous sommes dans un contexte où la démocratie, en France, le pays des droits de l'homme, du peuple souverain, n'est plus qu'une légende. Pourquoi? Quand on voit TF1, qui est quand même la chaîne d'information principale, qui n'est plus que faux semblant, et qu'une armada de mercenaires. Oui, mais vous avez déjà été invité sur LCI et sur TF1, non? Ou dans des reportages, non? Oui, bien sûr, mais dans les périodes les plus difficiles de notre histoire, Daladi avait été aussi invité à Munich. Et il s'y était rendu. Oui, non, mais il faut pas essayer de minimiser les choses. Je suis candidat à la présidence de la République. Nous sommes 12. Oui. Il y a des institutions dans la République de notre pays. Et il faut cocher les cases. La première, c'est d'avoir le nombre de candidats, le nombre de parrainages. Je les ai eus. Et parmi les tout premiers. Ensuite, il y a une enquête qui est conduite sur votre moralité. J'ai souscrit à cette obligation de bon cœur. Et troisièmement, vous faites une déclaration sur l'honneur, sur le patrimoine. J'ai souscrit à cela et j'ai reçu mon récépissé de candidature à la présidence de la République. Voilà. Donc, après, est-ce que c'est TF1, les grands médias, je ne mélange pas tout, je sais à qui je m'adresse. Ceux qui sont détenus par ceux qui, en fait, nous assujettissent les plus grandes fortunes du pays et du monde. Est-ce qu'il est normal qu'ils puissent faire leur choix en passant outre la volonté des maires, en passant outre la volonté de ceux qui s'apprêtent à voter pour moi? La question, elle est là. À partir de quel moment? Ce n'est pas fini quand même, il reste quasiment un mois, donc vous serez peut-être invité en fait de nouveau, donc non? Certainement, mais ce qui est fait est fait. Voilà, vous avez la possibilité de dire que c'est secondaire, que c'est pas grave. Non, mais je vous le dis pas à vous. Je me le dis pour moi. Je dis que ce qui s'est passé hier soir a dépassé tout entendement. Il n'y a même pas, vous voyez, les apparences qui sont mises. Il n'y a même pas d'apparence. C'est-à-dire que vous êtes vraiment déclassé, et à travers moi, c'est une partie de la France, c'est-à-dire un certain nombre de nos compatriotes qui souffrent, qui n'ont pas digéré le traitement qu'ils ont reçu dans les Gilets jaunes, qui reçoivent des salaires de misère, qui ne savent pas comment ils vont faire face dans les semaines qui viennent. Le président qui a ergoté jusqu'au dernier moment pour mettre ses conditions, pour ne pas être embêté. C'est minusculissime, c'est petit. C'est la France qui ne s'aime pas. C'est la phase obscure de la France. C'est-à-dire lorsque la France se perd. Avant qu'elle n'espère se retrouver un jour. Bon, Jean Lassalle, vous avez quand même la campagne où vous allez en fait sur le terrain, vous
êtes invité dans les médias, parce que après, dans les médias, on n'est pas sur un principe aujourd'hui d'égalité, on est sur un principe d'équité en fonction de ce que vous représentez, avec des élus à l'Assemblée nationale, en même temps ce que vous représentez dans les sondages, et c'est en fonction de ça que vous avez du temps d'antenne aujourd'hui et du temps de parole sur les médias. Donc vous n'êtes pas boycotté en fait à ce niveau-là, y compris par le groupe de TF1 et LCI. Mais c'est pas des critères qui figurent sur la Constitution de la Ve République. Nous avons mis des éléments. Ça a été voté. Il y a une loi. Ça a été voté. Beaucoup de choses ont été votées. L'ARCOM, moi je n'ai rien voté, je n'ai rien vu non plus. Avant il y avait le CSA, ça s'est transformé en ARCOM. Dans tout ceci, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ne ressemble plus à rien. En tout cas pas à la France, voilà. Bon, d'accord. Et pour l'instant, j'en ai pris acte hier soir. Je continue à le faire. Je réfléchis, je m'interroge sur le bien fondé de cette farce. Est-ce que c'est le meilleur service que nous ayons à rendre aux Français aujourd'hui, qui se posent tellement de questions? Bon, et vous continuez quand même votre campagne ou pas? Je continue ma campagne pour l'instant. Et je suis en train de réfléchir. Vous pouvez... Ah oui, vous réfléchissez un peu. Pourquoi? Qu'est-ce que... Mais écoutez, c'est pas la peine que je vous répète deux fois ce que je viens de dire. Il y a des moments où l'on doit s'interroger à la manière dont on peut être le plus utile à son pays. Oui. J'aime passionnément mon pays. Ce pays est un pays grand. Oui. Qu'est-ce que vous défendez? Quelles sont les priorités dans votre programme, Jean Lassalle? Enfin, j'ai dit depuis le début, j'ai même proposé un opuscule, tout le monde ne l'a pas fait, 102 pages, j'avais écrit un très gros livre avant. Je veux reconstruire un État. Un État qui soit à la fois un symbole et un outil, puisque l'État ne représente plus rien pour qui que ce soit. L'État, c'est une somme d'intérêts particuliers, monstrueux. Je veux reconstruire une administration territoriale, parce qu'elle ne représente plus rien non plus. Je veux retrouver des maires. Attends, Jean Lassalle, arrêtons-nous 2 secondes. L'administration territoriale, pardon, mais elle représente quelque chose. Il y a quand même, en fait, des effectifs considérables qui ont beaucoup augmenté. Il y a des communes qui ont des pouvoirs, l'intercommunalité est importante, les départements, les régions. Vous ne pouvez pas dire ça, quand même, quoi. Peut-être que ce n'est pas bien fait, mais en tout cas, ça représente un certain poids, quand même. Non, ça ne représente strictement rien par rapport à ce que ça a été. Il y a effectivement, vous avez raison, des communes et des communautés de communes qui ont recruté beaucoup de petites mains de catégorie C, qui sont payés à coups de fronde, qui sont traités comme des moins que rien, alors qu'il y a quelques années seulement, c'était des élus au suffrage universel dans des urnes translucides qui faisaient ce travail et qui se faisaient accompagner par d'authentiques fonctionnaires qui avaient étudié pour faire cela. Aujourd'hui, ça n'a strictement plus rien à voir avec ça. À propos de fonctionnaires, il y a le dégel justement des rémunérations des fonctionnaires qui est prévu pour cet été. Il y a une annonce d'hier soir. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? C'est un effet électoral. Pourquoi ne le faisait-on pas avant? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il en restera dans un mois? Les Français, vous savez que je rencontre, et j'ai la chance d'en rencontrer beaucoup, depuis que je suis parti en campagne, je dirais, à la rencontre des Français. Ils me parlent beaucoup, nous avons des moments extraordinaires. Mais ils ne sont plus dupes de rien. Ils savent qu'ils sont trompés. Quelle différence faire aujourd'hui entre les informations qui sont venues d'Ukraine, de Russie, et les nôtres? Quand je vois ce matin les journalistes de LCI qui s'arrachent les cheveux de la tête devant le courage d'une journaliste qui a mis une pancarte devant le JT. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont mis? En Russie. Mais les Français, c'est ce type de questions qui se posent aussi. Ils se disent, bon, eux, c'est vrai, il y a vraiment d'authentiques résistants. Mais nous, on est où, là? On est où, là-dedans? En 2 mots, vous, quelle serait votre stratégie par rapport, en fait, à cette guerre en Ukraine, Jean Lassalle? Mais cette guerre en Ukraine, d'abord, je me pose beaucoup de questions sur la manière dont elle est venue. Je me demande où sont vraiment nos services spéciaux de renseignement, parce que vous avez vu ce qui nous est arrivé en Australie, c'est quand même pas arrivé tout seul. J'ai trouvé, il y a 4 jours, un chef d'entreprise ruiné. Il avait 1500 salariés, il a travaillé pendant 5 ans pour rien.
Voilà. Et on ne lui demande même pas pardon. L'Australie, Ensuite, c'est sur le contrat qui nous a échappé. Hein, oui, voilà, c'est le contrat qui nous a échappé, qui ne devait pas nous échapper. On nous a fait faire des heures et des heures de câlinothérapie à l'Assemblée nationale et au Sénat pour dire c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. Nous avons été virés du Mali. Il y a eu un coup d'État. Personne n'a été informé. Le seul que j'ai vu reprendre vous dites qu'il y a un déficit de notre politique étrangère menée par Emmanuel Macron, là, en l'occurrence ces dernières années. Et Macron et avant lui Hollande, qui n'était pas beaucoup plus glorieux. Oui. À partir du moment, me semble-t-il, on ne peut pas montrer à notre peuple que nous sommes donner les moyens d'être tenus informés. Les États-Unis, bon, ils ont un président sénile, mais au moins... ils ont un président sénile. Joe Biden, il est sénile pour vous. Écoutez, il vous donne... Vous n'y allez pas de main morte. Hein, non, mais vous avez l'impression que c'est un président en pleine forme. Et on le programme pour tenir 3 minutes, puis après il faut le chercher comme un lapin dans les maisons de la Maison Blanche, parce que il faut le camp partout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est atteint, il est malade, c'est pas de sa faute. Bon, n'empêche que les Américains ont été quand même capables de nous dire depuis 3 mois, le jour J et leur H. Oui. Nous avons un président de la République. Vous vous souvenez de la dernière Coupe du Monde de football? Oui. Nous venons de battre la Croatie 4-2 et nous sommes fous de joie. Des cataractes d'eau tombent tout d'un coup sur le stade, s'abattent sur le stade. Et M. Poutine fait venir 3 parapluies. Un pour lui, ce qui est assez naturel. Un pour la présidente de la Croatie qui vient d'être battue. Et qui est vêtue d'une manière que la pluie va la mouiller beaucoup. Et le président de la Fédération française de football. Et Macron, il n'a rien. Et pendant un quart d'heure, remarquez, c'est l'habitude des présidents français, il était arrivé la même chose à Hollande, à Ouessant, avec en plus les lunettes torves, parce qu'on n'y voyait rien. Bon, est-ce que vous croyez que Poutine avait du respect pour Macron ce jour-là? Et Macron qui nous la joue sur le ton, je suis le seul à pouvoir parler à Poutine, je continue à lui parler de paix. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Sors de ton illusion, tu vas disparaître, ton pays sera rayé de la carte. Vous croyez que lorsque un homme, quel que soit quel qu'il puisse faire, mais se trouve dans un état d'esprit pareil, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Respect pour Emmanuel Macron. Okay. Et c'est précisément celui qui s'autoproclame comme étant le seul à pouvoir aller lui parler. Est-ce que tout ça a un sens? Et enfin, dernier point, avec qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes avec les Américains aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Est-ce que nous sommes avec les Anglais? Est-ce que nous avons les Africains avec nous et derrière nous? Ils nous mettent tous dehors. Est-ce que nous sommes au Moyen-Orient? Et qui est notre ami? Est-ce que Poutine est notre ami? Donc, qui sont nos amis? Il faut peut-être à un moment donné se poser des questions qu'on ne se pose pas pendant cette campagne, et avec qui la France, la France des droits de l'homme, une France qui parle à l'humanité tout entière, va-t-elle continuer? Allez, dernière question, vous resterez après avec nous aussi en répondant à toutes les questions, y compris des auditeurs. S'il y a un second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, pour qui appellerez-vous à voter? Écoutez, je ne me suis pas donné tout le mal que je me suis donné pour me préparer à cette campagne, pour recueillir les paraphes nécessaires, avoir été le premier à les obtenir, pour dire avant même que la première partie du match soit jouée, ce que je ferai pour la seconde. J'ai joué au rugby et vous aussi. Face à Emmanuel Macron. Et j'ai joué au rugby et vous aussi. Si vous aviez expliqué à votre entraîneur que vous alliez en prendre 40 pendant la première mi-temps et qu'à la seconde vous diriez qui est-ce qui doit vous remplacer, vous auriez vu ce que vous auriez pris. Vous auriez déshonoré le rugby. Eh bien, moi, je suis en train de vivre cette première partie extrêmement douloureuse pour notre pays. Je la vis du mieux que je peux, avec toute la flamme que je peux y apporter, toute la foi. J'aime ce pays passionnément, mais je pense à nos enfants et je commence à me faire beaucoup de soucis pour eux. Merci Jean Lassalle, on continue dans quelques minutes avec vous, avec les auditeurs et nos éditorialistes. Restez avec nous, 8h33 et dans un instant la revue de presse, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus.
Et dans un instant, la revue de presse avec Eric Belli ce matin, journaliste de la République des Pyrénées. Et je vous rappelle le grand format de Jean Lassalle pour lui poser des questions 0826 300 300. On vous attend au standard. En attendant, hashtag on en parle avec Benjamin Glès. Oui, hashtag on en parle. Alors donc on en parlait, c'était l'événement à la télévision hier soir, TF1 qui a réuni les candidats à la présidentielle. Alors 4 d'entre eux, il y en avait 8, donc 4 d'entre eux n'ont pas été invités. Jean Lassalle, donc on vient d'en parler, mais aussi Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou. Oui, le candidat du NPA, très présent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag Où est Poutou, un mot-clé pas mal partagé ces derniers jours sur Twitter. Il faut dire que jusqu'au dernier moment, Philippe Poutou a pris la parole pour dénoncer cette décision de TF1, notamment avec cette vidéo publiée sur son compte Twitter quelques minutes seulement avant le début de l'émission sur la première chaîne. En fait, les 500 parrainages, c'est du pipeau. On est candidat officiel, on a réussi à franchir ce cap-là, mais ça suffit pas. Parce que ces gens-là, dans les médias ou dans le monde politique, ils se permettent de choisir encore. Et puis surtout, ils se permettent de faire une élection entre eux. Voilà, Philippe Poutou qui dénonce l'entre-soi, mais aussi la connivence, selon lui, entre Emmanuel Macron d'un côté et les médias de l'autre, en tout cas les grands médias. Écoutez. Il y a Macron qui avait dit assez clairement qu'il ne voulait pas débattre, assez clairement aussi de par son entourage qu'il ne voulait pas débattre avec la candidature du NPA, comme si on pouvait lui faire peur. Et maintenant, on voit que derrière, comme s'il y avait une connivence entre politique et médias, les gros médias, ils décident aussi de ne pas inviter tout le monde et puis de faire comme le président Macron décide de le faire. Accusations donc qui font écho à un certain nombre de messages que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, à l'image de celui de cet internaute qui écrit « TF1 exclut 4 candidats sur demande royale », dit-il. Ce soir, une chaîne privée souille la démocratie. Oui, vous pensez que c'est l'intervention d'Emmanuel Macron qui vous a exclu, Jean Lassalle ? Non, il n'en est même pas capable. C'est plus lui qui dirige. Lui est obligé de s'exécuter s'il veut rester à sa place. Macron est très très mal. On le voit bien, il a peur de tout. Bon, il a peur de lui. C'est pas une intervention contrairement à ce que dit. Oui, non, je ne lui prêterai pas cette grandeur. Bon. Il n'en est pas capable. Ouais. En tout cas, Philippe Poutou, nous, on l'a invité. Il ne nous a pas répondu. Donc, comme quoi, il veut aller en fait sur les grands médias, mais il faudrait aussi qu'il respecte les autres. Et donc, on attend en fait de le voir aussi dans ce studio. Du côté des journaux, depuis hier, le masque n'est plus obligatoire dans de nombreux lieux clos, mais certains Français se posent la question stop ou encore. Ben oui, c'est le titre en une de Nice Matin, car après la levée des restrictions, de la plupart des restrictions, en tout cas, les avis sont partagés, explique le quotidien. La fin du masque est un soulagement pour les uns, prématuré pour les autres. Faire tomber le masque, salariés et clients hésitent encore, titre pour sa part Ouest France. Si certains se font une joie de l'abandonner, force est de constater que de nombreux salariés et clients continuent de le garder sur le nez. Même son de cloche pour Sud-Ouest d'ailleurs. Pour l'instant, on respire, affiche le journal en une, mais tous n'ont pas abandonné complètement le masque et malgré la relative embellie sur le front des contaminations, les spécialistes incitent encore à la prudence. Alors on en vient à cette question qui finalement découle de tout ça et c'est Midi Libre qui la pose. Après 2 ans de Covid, en a-t-on vraiment fini? Les scientifiques se veulent optimistes pour la suite. Pour autant, surpris plus d'une fois par le virus, il reste prudent. Décryptage donc à lire ce matin dans Midi Libre. À Toulouse, en tout cas, on respire, du moins certains, parce que la LGV Toulouse-Bordeaux, enfin, se réjouit la dépêche du midi. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les Toulousains. Après un long combat, la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux va enfin pouvoir être prolongée jusqu'à Toulouse. 25 collectivités territoriales ont acté officiellement leur participation à un plan de financement à hauteur de 5,6 milliards d'euros, indique la dépêche de midi. Conduire un projet est loin d'être un long fleuve tranquille, mais nous serons tous collectivement au rendez-vous. C'est réjoui Jean Castex en compagnie de Carole Delga, la présidente de région. Paris-Toulouse se fera donc désormais en 3h10, 1 heure de gagner. Livraison prévue pour le premier semestre 2024. C'est une avancée, ça c'est intéressant ou pas, oui. Jean Lassalle? Oui. Ça va dans le sens, à mon avis, du progrès. Je m'en réjouis. Je crois que c'est nos compatriotes qui vont gagner un petit peu de temps. Non, c'est une bonne chose. Oui, et puis ne pas forcément prendre l'avion pour aller à Toulouse depuis Paris ou d'ailleurs également. Un mot encore avec l'Ukraine, Benjamin? Oui, effectivement, avec une grande puissance qui menace d'entrer dans le conflit, c'est la Chine. En tout cas, Libération lance le trouble jeu de Pékin, avec en une Vladimir Poutine aux côtés de Xi Jinping. Et cette crainte, soutien économique, équipement militaire, l'aide que Poutine pourrait recevoir de son puissant voisin chinois inquiète l'Occident. Un soutien qui semble déjà acté par les États-Unis. L'Amérique somme la Chine de lâcher Poutine, titre le Figaro, alors que Pékin voudrait maintenir sa neutralité de façade. Washington menace le régime communiste de représailles s'il aide Moscou
coup à contourner les sanctions occidentales. La Chine tiraillée donc entre deux choix, un dilemme pour Xi Jinping, prêt en tenaille entre son alliance avec son vieil ami du Kremlin et son désir de stabilité géopolitique. Oui, c'est ça. On poursuit avec Éric Belli, journaliste à la République des Pyrénées, qui est avec nous. Mon ami. Et voilà, votre ami. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce matin en une de la République des Pyrénées? Éric Belli, bonjour. Bonjour, je salue Jean Lassalle qui, lui, je crois, en ce moment, a choisi le bus comme moyen de transport privilégié. Oui. Oui, à la une de la République, on a un dossier sur les EHPAD. Après le scandale européen, on a voulu s'intéresser au prix des EHPAD parce qu'au-delà des questions de maltraitance, il y avait aussi en creux la question du prix et ce qui justifiait ce prix. Donc on a enquêté sur l'Agglo de Pau où on a une vingtaine d'établissements et on est arrivé à un prix moyen de 2184 € contre 2004 en France, donc un peu plus cher. Et surtout une grande variabilité des prix avec l'EHPAD la moins chère qui était à 1797 €, qui est à 1797 € et l'EHPAD le plus cher à 3805 €. Donc un gros différentiel, on a voulu savoir pourquoi. Alors il y a le statut, 12 EHPAD à moins de 2000 € la chambre simple par mois sont des établissements publics ou privés non lucratifs. Ouais. Et dès qu'on passe au privé lucratif, on prend 400 € de plus. Ouais. Alors ce qui est sûr, c'est que pas de différence de soins, le niveau d'encadrement est le même. La différence se fait donc au niveau des tarifs d'hébergement avec certains établissements qui mettent en avant le décor. Un décor qui serait susceptible de faire payer 20 mètres carrés minimum, des restaurants, un espace balnéo, mais pas toujours. Alors il semble que d'un côté il y a une logique d'équilibre et de l'autre une logique de bénéfice. Alors ce qui a été frappant dans ce dossier, c'est que suite à la publication du livre Les Fossoyeurs, aucun EHPAD n'a accepté de s'exprimer sur sa politique tarifaire. Ouais, c'est un peu tabou. Merci Éric Belli et il vous salue Jean Lassalle. Oui, au revoir. Éric. Jean, alors il a parlé de votre bus, donc vous menez une campagne en bus. Oui. Ça va? Parce que j'ai vu qu'il était tombé en panne l'autre jour. Oui, mais enfin, c'était hier. Il a été réparé en 3 heures. Il a été réparé. Parce Bon. qu'il avait fait le plein dans une station où malheureusement il n'y avait plus beaucoup de gasoil. Donc il a pris un peu ce qu'il y avait au fond. De la cuve. Et ça, un peu, voilà, ça l'a mis un peu en panne. Mais ça a au bout de endommagé. 3 heures, il marchait. Non, le bus, il est formidable. Bon. Et Allez, l'ambiance qu'il y a dedans aussi. Et puis tous ceux qui montent, Ouais. les très nombreux maires, les très nombreux Français qui viennent nous voir, c'est émouvant. Les dizaines de voitures qui nous suivent et qui nous précèdent aussi. Oui. Allez, on poursuit dans un instant avec les éditorialistes Jean Lassalle et les auditeurs qui vont pouvoir vous poser des questions, notamment sur Emmanuel Macron. Là, vous n'avez pas été tendre là tout à l'heure. On y reviendra sans doute dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h48, c'est le grand format ce matin avec Jean Lassalle, candidat à la présidentielle. Vos appels à 0826 300 300 avec Lionel qui nous appelle de Grasse. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Oui. Bonjour à toute l'équipe et bonjour Monsieur Lassalle. Oui. Quelle est votre question alors pour Jean Lassalle qui vous écoute? Alors écoutez, déjà Monsieur Lassalle, j'ai Bonjour, beaucoup Lionel. d'affection pour vous. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour vous en fait, parce que vous me faites penser à. Alors il n'y a rien d'offensant, et vous me faites penser à mon grand-père. C'est-à-dire vous faites partie des gens qui sont fiables. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens sur lesquels on peut s'appuyer en cas de galère. Voilà, vous faites partie de cette génération-là où on a vraiment l'impression d'une grosse stabilité, d'une grande stabilité, et surtout d'une approche saine des choses. Et justement, c'est là où j'en viens à mes questions. Oui. On a eu deux gros incidents au final sur les quelques années là qui viennent de passer, qui sont le Covid et la guerre en Ukraine. Moi, j'aurais aimé savoir comment vous auriez géré la première, le Covid. Est-ce que vous auriez mis les mêmes restrictions de liberté? Est-ce que vous auriez envisagé une approche différente? Et pour la guerre en Ukraine, je rebondis sur vous êtes passé dans une radio concurrente. Vous aviez dit qu'on avait perdu tous nos amis en fait. Et je partage pleinement cet avis. Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure. On n'a plus d'amis et j'aurais aimé savoir en fait comment vous auriez géré cette situation, notamment avec Poutine et avec l'Ukraine, où c'est une guerre qui date depuis 8 ans. Comment vous auriez fait pour essayer d'arranger le merdier? Allez, en fait. brièvement donc sur l'Ukraine. Vous avez déjà en partie répondu tout à l'heure, Jean Lassalle. Et alors oui, non mais l'Ukraine, d'un mot de nouveau. L'Ukraine, on ne sait plus ce qu'il faut en penser, sauf qu'il y a une tragédie à nos portes. Est-ce qu'elle va s'arrêter là ou est-ce qu'on va aller plus loin? Une chose est certaine, c'est que ce n'est pas avec les mesures
que nous prenons, on va aller loin. Regardez, le chancelier allemand, on n'a même pas le temps de rentrer à Versailles, à Berlin, qu'il a déjà changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du gaz. Il a débranché, lui, contrairement à ce que nous avions fait, son programme nucléaire, et le pauvre, il n'a plus aucune source d'énergie. Donc il est quand même bien obligé de rendre gorge. Et c'est le problème de l'ensemble de l'Europe, dont on nous rabat les oreilles, sur laquelle on n'a pas progressé d'un iota. Pour ce qui concerne le Covid, la gestion du Covid, la gestion du Covid, bien, à partir du moment où on s'est rendu compte que on avait une approche statistique de ce problème, qui était une très grosse grippe, et que c'était surtout le nombre de lits qui comptait. Le nombre de morts, bien entendu. Mais la manière, il me demandait comment je l'aurais géré. Les morts, hélas, ils sont morts. 1000 fois, je les accompagne toutes mes pensées, ainsi qu'à leur famille. Mais quand on a vu que c'était statistique, et qu'il fallait entre 8 et 10 000 lits, pour pouvoir faire face à l'urgence maximale en cas où la situation nous échapperait, bien, on ne ferme pas 5700 lits comme l'a fait Macron. Lits avec réanimation, quoi, hein, bien sûr, parce que c'était ça aussi le principal problème. C'est pas tout seul. C'est un lit avec une infirmière, avec un médecin, avec une aide-soignante, bien sûr. Allez, les autres questions, Cécile, avant Lydia Guérousse. Je vous souhaite d'être élu président de la République. Si toutefois ça n'était pas le cas, est-ce que vous accepteriez peut-être un ministère à la place qu'a laissé par exemple Alain Griset au PME par exemple? Surtout pas. Surtout pas. D'abord, qui se souviendra d'Alain Griset dans 8 jours, je me le demande bien. Qui se souvient d'un ministre de la 5e République depuis que les présidents ne dépassent pas 1m60? Il n'y a pas un ministère qui vous intéresse éventuellement? Non, pas du tout, parce que vous n'auriez pas envie de vous en engager et d'aller sur le terrain? Il faut gagner l'élection présidentielle, et à partir de ce moment-là, prendre un certain nombre d'orientations majeures, bien expliquées à notre peuple, à notre grand peuple, qui lui disent voilà ce que je veux faire, je veux reconstruire un État, je veux reconstruire une administration, je veux former à nouveau les petits Français, je veux qu'ils apprennent, je veux refaire le service militaire et civique, civil, pour que nous fassions corps, que nous refondions un pays, et je veux remettre le travail en tête de gondole, qu'on ait le bonheur de travailler. Lydia Guérousse. Oui, moi je vais vous emmener en Corse. Vous savez que la Corse flambe depuis quelques jours avec ce qui s'est passé, Yvan Colonna qui a été attaqué, qui est encore dans le coma aujourd'hui. Les Corses manifestent très violemment en criant parfois État français assassin. Quelles seraient selon vous les solutions pour pouvoir calmer le peuple corse? Est-ce qu'il faut transférer les prisonniers en Corse? Est-ce qu'il faut plus d'autonomie pour la Corse? Le peuple corse a raison. Je ne cesse de le dire à propos des prisonniers basques. J'ai eu la chance de participer, l'immense honneur de participer au processus de paix en Irlande, parce que je connaissais quelques-uns des belligérants. Ils ont réussi, mais ils ont réussi en rapprochant d'abord leurs prisonniers. C'est une souffrance inutile à partir du moment où celui qui s'est rendu coupable de crime ou a fait couler du sang a été jugé. C'est pas la peine de le maintenir pendant ad vitam aeternam, trop loin de chez lui. On ne fait que raviver la haine. Et le processus de paix exige que le cœur s'ouvre. Donc je suis de tout mon cœur avec les Corses. Par contre, je me demande... Même ceux qui crient État français assassin? Comment? Même ceux qui crient État français assassin dans les manifestations? Mais vous ne pouvez pas empêcher une manifestation et une manifestation. Je condamne, je ne sais pas ce que je condamne aujourd'hui, madame. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui auraient pu être évitées, que nous n'avons cessé de mettre en avant et qui ne l'ont pas été, parce qu'il y a la violence visible, violente, et puis il y a cette espèce de violence molle qui détruit jour après jour les esprits, y compris les mieux faits. Mais donc, moi, j'ai une question à me poser. Vous ne dénoncez pas les violences, alors? Mais je dénonce les violences, bien sûr, j'ai toujours été non-violent. Je n'ai pas commencé à me mettre à tabasser. Par contre, je me demande, qui est-ce qui a pu réussir un coup pareil? On dit,
est-ce qu'il y aura des répercussions du conflit contre Poutine? Poutine, que je sache, a été patron du KGB pendant 20 ans. Il sait les petites faiblesses qu'il peut y avoir en France. Oui. Pour torturer de cette manière-là un homme pendant 8 heures et que tout soit neutralisé autour, il faut quand même avoir envie de le faire. 8 minutes, pas 8 heures. 8 minutes, pardon, c'est déjà, excusez-moi. Pour vous, il y a une oui, responsabilité de l'État français. Il y a au minimum cette une attaque. responsabilité de l'État français. N'y a-t-il pas une intervention des services de secret russes pour bien mettre la zizanie en France? C'est une question que l'on peut... Mais oui, mais aujourd'hui, tout est sur la table. À partir du moment où je vois la famille Bouygues, la grande famille Bouygues se comporter comme elle s'est comportée hier soir, moi je ne crois plus à rien. D'accord. Je ne crois plus en rien. Quelqu'un m'a dit, et je l'aime bien parce qu'il me rappelle mon grand-père, eh bien, mon grand-père, quand il ne croyait pas, il ne faisait pas semblant de croire. Allez, question d'Elisabeth Lévy aussi, qui est à distance en fait avec nous, qui n'est pas dans ce studio, Dans mais la qui est salle. en lien. Oui, voilà. Oui, j'ai été intrigué par quelque chose que vous avez dit tout à l'heure à Patrick Roger. Vous avez dit Emmanuel Macron ne décide pas. C'est-à-dire, quand Patrick vous a demandé s'il était intervenu auprès de TF1, vous avez dit « Oh non, non, lui, il est même pas capable de décider ». Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'est Rothschild qui a décidé. Pour Emmanuel Macron? C'est Rothschild qui a décidé de son élection avec M. Arnaud, M. Niel, son gendre, qui était en prison il y a 14 ans pour des faits très graves et qui ont choisi effectivement de le porter au pouvoir. De la même manière que Bolloré, qui devrait être aujourd'hui devant la Cour des droits de l'homme à La Haye, à nos amis dans les parcs très sympathiques. Pourquoi à la fois pour les uns et pour les autres là, parce que vous portez des accusations graves dans la salle. Mais je vais les assumer. N'ayez pas peur. Je vais les assumer, j'ai toujours assumé. Mais pourquoi le sympathique Bolloré continue à acheter 55 maisons d'édition en France, dans ce pays de liberté qui est si jaloux de la pensée, qui est si jaloux de la pensée, de ce que l'on peut dire, de la liberté de parole et d'action. Il y a des maisons de gauche là-dedans. Mais les maisons de gauche, ça veut dire quoi, ma chère amie? Excusez-moi, mais la gauche, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait différentes lignes éditoriales dans ce groupe d'édition. Oui, je veux dire ça, oui. Eh bien, elles sont toutes rangées sur le même couloir. Droite, gauche, extrême droite, extrême centre. Tout le monde est pareil. Monsieur Bolloré est le grand chef suprême. Jean Lassalle, je rebondis sur ce que dit Elisabeth. Je comprends pas. Il y a une solidarité envers les candidats pour avoir les parrainages. Tous les candidats se sont soutenus. Pourquoi vous pointez TF1 et pourquoi vous ne pointez pas les candidats de dire on est désolé, pour les parrainages, on était tous ensemble. Et là, pas un mot de personne envers vous. Mais... Ils auraient pu très bien dire on est 12 comme dans les parrainages. Ils auraient pu vous soutenir. Je suis désolée, il y a eu un mot de personne à votre rencontre. Mais écoutez, on ne peut pas tout mélanger, même si on peut en parler. On est là pour parler de tout, et merci 1000 fois à Sud Radio d'ouvrir des débats qui ne seront certainement pas ouverts nulle part ailleurs, Mais il n'est pas inscrit dans la Constitution que les débats, que les candidats doivent se porter solidaires les uns les autres. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec les parrainages, Jean Lassalle. Oui, enfin, ce qu'ils ont fait, ce que quelques-uns ont fait. C'est pas une question de Constitution. C'est M. Bayrou qui a décidé d'apporter des tickets à Zemmour, ce qu'il a certainement fait de mieux dans sa vie, et je suis très respectueux de ce qu'a fait Bayrou. Il est descendu bien bas, le pauvre homme. Donc, non, mais là, ils sont frappés comme moi. Quand vous êtes frappé d'une telle indignité par une grande maison comme celle de Bouygues, qui a fait l'objet d'un accord historique entre M. Mitterrand, M. Chirac à l'époque, parce qu'il fallait garantir aussi le droit à l'information, le droit à la culture. Et quand je vois qu'ils se comportent comme des chiens, apatrides, hier soir, laissez-moi le temps de réfléchir un petit peu et de ne pas me défausser sur ce qu'auraient dû faire ou pas faire mes 3 autres malheureux compagnons d'infortune. Il y a 12 candidats. C'est la Constitution. Je ne parle pas des 3, je parle des autres. Donc, dernière question, vous allez continuer votre campagne ou pas, là, quand même, alors? Je vais continuer ma campagne. Je suis en train de réfléchir. Je vais consulter mes amis, ceux grâce à qui je vais être candidat, ceux qui ont cru en moi depuis que je suis tout petit et qui m'ont encouragé, qui sont encore en vie et qui m'ont dit... Mais vous avez un petit doute, quoi.
Mais non, je n'ai pas de petit doute. J'ai une question à laquelle je dois répondre. Oui. Où est-ce que je suis le plus utile à mon pays et de quelle manière je peux le servir le plus dignement comme il mérite de l'être? Comment je peux mériter la confiance de ces hommes, de ces femmes, de nos enfants, et comment je pense la France de demain? Oui, merci Jean Lassalle qui était notre invité ce matin sur Sud Radio, candidat donc à la présidentielle. On va débriefer dans un instant avec Elisabeth Lévy, Éric Revel qui sera avec nous, qui va revenir aussi sur cette question en fait du dégel de la rémunération des fonctionnaires à partir de cet été. Tiens donc évidemment ça arrive à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la quiche. Oui. Merci Jean Lassalle. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, Éric Revel, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy. Il est bientôt 9h.